HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Pourquoi se reconnaître hypersensible ? Se savoir comme tel, est-ce suffisant ? Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions ? Comment vit-on avant d'identifier ces caractéristiques ? Que se passe-t-il quand on décide de passer un test qui prouverait qu'on ait un haut potentiel ? Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est ? Ou pas ? Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas. C'est vraiment hypersensible, beaucoup plus que surdoué ou zèbre ou précoce ou choses comme ça. En fait, moi, c'est vraiment mes émotions. Je suis vraiment guidé par mes émotions beaucoup plus que par mon intelligence ou ma sensibilité. Alors je sais pas, j'associe sensibilité et émotion. Je sais pas si c'est la bonne chose. C'est une lueur dans le comportement ou dans le regard. Des gens un peu vifs, qui réagissent pas forcément de la façon attendue. Quelqu'un qui va sortir une connerie, au contraire quelqu'un de très fermé, ou quelqu'un qui est en mode bouleversement, quelqu'un qui parle dans tous les sens, quelqu'un qui est un peu en mode trop quelque chose. Et du coup ça capte mon attention, et souvent je me dis si ça se trouve il ou elle comme ça. J'ai tendance à en fait en voir partout. C'est surtout ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le sont, ou qui ont en tout cas des caractéristiques de l'hypersensibilité. Pour moi, un zèbre, c'est un chat. Les hypersensibles, c'est des vrais chats. On a les moustaches, on a le gros dos, on vient faire des câlins quand on a envie d'avoir des câlins, on griffe quand on nous fait chier. Quand on veut des croquettes, on fait des petits bisous. On ronronne, ça fait du bien. Et on ressent tout. Donc c'est ça en fait. Donc je suis un caméléon chat aujourd'hui. L'hypersensibilité dans ta vie, comment ça se traduit ? Ça me fatigue. Ça fatigue parce que j'ai du mal à me reposer. Donc je pars dans tous les sens. J'ai tout le temps plein d'idées, plein d'envies. Et donc c'est plutôt chouette. Mais comme si je les réalise pas, ces envies, je vais culpabiliser. Et si je culpabilise, je vais pas bien. Si je vais pas bien, il va falloir que j'invente autre chose. Si j'invente autre chose, il va falloir que je réalise. Si je le réalise pas, je suis un peu dans une sorte de cercle vicieux d'inspiration, d'envie de création, de faire ceci, de faire cela, à tout bout de champ. Et à pas me reposer en fait. Donc comment ça se traduit ? Ça se traduit comme ça, par une grande dispersion. C'est des émotions qui arrivent assez fortes. Ça peut être très chouette et ça peut être pas chouette du tout. En musique, la musique classique me terrasse en fait. Alors que j'écoute beaucoup de rock et beaucoup d'électro. Alors l'électro et le rock, ça va me filer une pêche, mais pas possible quoi. Je vais écrire, je vais dessiner, je vais imaginer des pays entiers, des pays imaginaires entiers. Ça me soulève. Que ce soit le rock des années 70 ou celui d'aujourd'hui, comme les Queen of the Stone Age par exemple, on écoute ça, on peut pas résister. Et la musique classique, je sanglote en fait. Et des livres aussi, pas toute la littérature, mais la science-fiction, celle qui emmène super loin. Le cycle de la culture de Banks par exemple, ça m'a marqué à jamais. Dan Simmons, des auteurs comme China Miéville ou des Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, ça c'est le plus chouette. Après, la peur, ça me tétanise, ça me paralyse. J'ai eu des crises d'angoisse monumentales. Ça se traduisait surtout comme ça en fait. Bon, après, j'ai fait pas mal de psy. Aujourd'hui, j'ai appris à maîtriser un petit peu tout ça et à convertir ça en création. Je me vois plutôt en hypersensibilité, genre le gars qui maîtrise pas grand-chose, qui de temps en temps a une brillance par-ci, une brillance par-là, qui émerge d'une sorte de magma de choses qui vivent dans tous les sens, mais pas maîtrisées. Si tu me demandes une idée de roman, de film, de jeu, de musique,
de conneries, de ce que tu veux. Ça, je te trouve ça en 30 secondes avec un pitch, éventuellement. J'ai pas le business plan, mais j'ai le début, le milieu et la fin. Ça, c'est assez facile. Tu vis ça comment, toi ? Je le vis plutôt pas mal aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que je suis dans un mode de vie, dans un environnement qui me permet de le vivre normalement. C'est-à-dire que je suis dans un boulot où la créativité, le côté un peu fantasque, avoir de l'humour, jongler avec les mots, les images et les choses comme ça a un sens. Je suis même reconnu pour ça, donc du coup, oui, je le vis plutôt bien. Après, dans ma vie intime, c'est moins évident. Me fâcher contre quelqu'un, j'ai beaucoup de soucis. Je n'arrive pas à me mettre en colère. Je peux comprendre pourquoi il va me faire ceci ou il va me faire cela. Quelqu'un qui va me trahir, je suis capable de comprendre ses motivations. Alors du coup, je vais pas me fâcher contre lui. J'y arrive pas. Alors je sais pas si c'est de la lâcheté, si c'est... Encore une fois, si c'est mon histoire qui fait que je suis incapable de me mettre en colère ou de me révolter contre quelqu'un. Et ça rejoint aussi un peu l'empathie, en fait. C'est que j'imagine un peu tout. Je suis capable d'imaginer tous les possibles en même temps. Et puis, comme en plus, c'est souvent les possibles les pires, j'ai l'impression de pas savoir décider. J'arrive pas à choisir. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses, parce que j'arrive pas à fermer des choses et à dire tiens, je vais aller par là, et donc si je vais par là, j'irai plus par là. En fait non, je crois que je continue d'avancer un peu dans tous les sens, et tout ça, je suis incapable de savoir si c'est mon éducation, si c'est mon caractère, ou si c'est lié à l'hypersensibilité. Je veux pas que l'hypersensibilité justifie par exemple ma velléité ou une certaine pusillanimité, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà. Après, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Je pars dans tous les sens. Après, dans les effets aussi de l'hypersensibilité, j'arrive pas à approfondir quoi que ce soit. L'hypersensibilité, un peu ça me donne l'impression, moi, d'être superficiel. Ça reste dans le domaine de l'émotion, mais pour porter une idée jusqu'au bout, par exemple en philo, je suis incapable de défendre un raisonnement. Et même sans aller jusque dans la philo, Bon. Et puis des hauts et des bas. Des très hauts et puis des très bas. Et puis passer assez vite de l'un à l'autre. Je me sens super seul, en fait. J'ai du mal à... J'adore m'attacher aux gens. Il y a des gens que j'adore, mais j'ai l'impression d'être très mauvais dans l'entretien de mes amitiés, j'ai l'impression de laisser tomber les gens, donc je me sens super seul, en fait. Voilà. Et puis dans les relations amoureuses, ça a été terrible. Bon. Pourquoi as-tu pris la décision de passer un test ? En fait, en 2016, quelqu'un m'a offert un bouquin d'une coach, un truc qui n'était pas vraiment génial, mais je dis ça d'aujourd'hui, et sur le moment, en fait, j'ai trouvé ça chouette, parce que à chaque page, je me dis, tiens, c'est marrant, oui, c'est moi, tiens, oui, c'est marrant, on dirait ça. Et donc, il m'a fallu 2-3 semaines pour comprendre ce que ça pouvait avoir comme implication. C'est-à-dire que sur le moment, je l'ai lu vraiment comme quand on lit un truc sur un bouquin de psychologie sur soi, comment être sûr de soi, comment entrer en contact avec les autres, voilà, ce genre de truc qu'on peut lire dans les pages des magazines féminins. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis aperçu que ça me tournait un petit peu dans la tête, donc j'ai commencé à rôder sur le web, à aller sur les forums. En fait, vu d'aujourd'hui, c'est assez rigolo, parce que je pense que c'est le parcours de tous les gens qui découvrent ça et qui posent des questions sur des forums en disant ah oui, alors je suis un peu comme si j'ai lu ça, est-ce que vous pensez que... Et puis évidemment, tous les internautes disent oui, si t'as un doute, t'as qu'à te tester, vas-y, fais-le, tu verras, oui, je te dis que... voilà. Au bout de 2-3 mois, je me dis, je vais prendre rendez-vous chez un psy pour faire le test, en fait, pour faire le test de ça, pour mettre un nom dessus. Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui pourquoi je l'ai fait. J'ai pris rendez-vous pour rencontrer un psy, pour savoir si ça valait le coup que je passe le test. Voilà. Et puis voilà, pendant 2 mois, j'y pensais plus ou moins, je disais des trucs. Et puis de temps en temps, quand j'y pensais vraiment, je me disais, oh là là, mais si je suis testé positif ou négatif, je sais pas comment dire, si j'ai plus de 130, ça va être génial.
Et puis si j'ai moins de 130, mais ça va être juste l'enfer. Et puis de temps en temps, je me dis, mais c'est complètement con, en fait, ça sert à rien. Puis après, à l'époque, je voyais 2 psys et qui m'interdisaient littéralement de faire ce truc-là, quoi, de dire, je vous interdis d'aller vers ça, c'est une justification pour vous auto-saboter ou arrêter le travail que vous faites sur vous-même, ça va être... Et rétrospectivement, je pense qu'elles avaient raison, en fait. Et puis donc, le jour du test arrive. Enfin, c'était pas le jour du test. Moi, j'arrivais sur un pré-test. Je vais rencontrer une psychologue. Voilà, je commence à parler un petit peu avec elle. Je lui explique un peu là tout ce que je suis en train de raconter. Et puis je lui dis, voilà, est-ce que ça vaut le coup de passer le test et tout. Elle me dit, puisque vous êtes là, vous allez le faire. Et puis, je sais pas, elle a sorti ses classeurs ou ses feuilles ou je sais plus quoi. Et puis hop, je me suis retrouvé dans le test, quoi. Alors rétrospectivement, c'est plutôt pas mal parce que j'ai pas eu à ne pas dormir les nuits d'avant. Enfin, c'est plutôt pas mal que ça soit passé comme ça. Sur le moment, en fait, j'ai bien vu où ça se passait super bien sur les mots. Il y a toute une partie sur le vocabulaire. Et là, c'était quasiment du tac au tac. Mais bon, pour moi, rien de forcément extraordinaire. J'écris depuis que je suis gamin. J'ai été un très grand lecteur, donc sur le vocabulaire, rien de... Voilà. Après, sur les chiffres, pour moi, c'était juste une catastrophe. Il y avait des séries de chiffres à réciter à l'envers et tout. Au bout du 3e ou 4e, j'étais complètement largué. Et puis mettre des cubes comme ci ou des trucs comme ça. Enfin, des suites logiques ou pas logiques. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu et puis voilà. Et avant même, donc voilà, fin du truc. Et puis, elle avait dû voir quand même que j'étais un peu angoissé parce qu'à la fin du truc, elle dit, bon, je devrais pas vous le dire, mais globalement, là, comme ça, j'ai pas analysé. Il faut que j'analyse, bien sûr, les résultats et tout, mais globalement, je pense que vous en faites partie. Donc, je suis parti, en fait, à la fin du test, avec cette sensation que, quand même, c'était juste bizarre, en fait. Quelqu'un qui me dit que je le suis peut-être, mais sans preuve véritable, et puis moi, avec l'impression d'avoir... un truc, en plus, un test que tout le monde peut... Enfin, pour moi, dans la moitié des gens que je connais, réussissent ce truc, quoi. Et puis, le jour de la restitution arrive, et puis là, elle me dit, paf, elle me fait ma restitution, et alors là, elle dit, bon, là, voilà, vous avez le chiffre, en fait, c'est 133. Donc, alors vraiment, j'ai les 2 réactions en moment, enfin, en sensation, hein, c'est c'est nul, c'est quoi, que 133, j'étais super déçu. Et puis, en même temps, évidemment, dire ouf, une sorte de ouf de soulagement, en disant, voilà, ces 2-3 mois d'angoisse là que j'ai eu, et finalement, bon, ça, je voyais pas les implications, en fait. Enfin, tout ça, c'était vraiment du registre de l'émotion. Il n'y avait pas d'analyse, ça allait sauver ma vie, il n'y avait pas de destin, il n'y avait pas d'explication de plus que ça. C'était juste me dire que je ferais peut-être partie de quelque chose, en fait. Parce que pendant longtemps, moi, je me suis jamais reconnu. Enfin, j'ai fait pas mal de choses, mais je me suis jamais reconnu dans tout ce que j'ai fait. Ni en musicien, ni en journalisme, ni en auteur, j'ai jamais fait partie de ces familles-là. J'ai toujours un peu tripoté, ouais, je fais un peu de musique, ouais, j'écris un peu, oui, bon. Donc là, en fait, je me disais, bon, voilà, il y a un truc enfin scientifique qui prouve que je fais enfin partie d'une communauté. Et puis donc là, après, elle m'explique que c'est un chiffre hétérogène, ce qui voulait dire que j'avais des bons scores partout, sauf sur un truc qui était En fait, elle a pointé un déficit d'attention. Et ce qui étaient les chiffres, en fait, je disais tout à l'heure que j'arrivais pas à réciter des chiffres à l'envers. En fait, je m'aperçois quand même quand j'écoute quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, j'ai du mal à me concentrer sur ce que me dit la personne, et souvent j'oublie, ou je lui fais répéter, ou je suis en train de parler, et puis tout d'un coup je dis, mais de quoi qu'est-ce que je voulais dire? Puis après, j'ai regardé, après il y avait plein de colonnes avec des chiffres et tout, j'ai pas bien tout compris. Je suis reparti avec cette idée-là, d'un 133, hétérogène, problème d'attention. C'est tout ce que j'ai retenu de ça. Sachant que j'ai continué, j'avais un travail en psy à côté, et que c'était en fait entendu pour moi que ce chiffre n'allait strictement rien expliquer de tout ce que je suis, de tout ce que je fais, de tout ce que je ressens. Ça n'a pas changé ma vie, en fait. Ça n'a pas changé ma vie, ça m'a juste calmé. Ouais. Ça m'a juste calmé. Oui, tranquillisé. C'est juste une tranquillité, mais c'est pas... En fait, moi, je le définis comme la cerise sur le gâteau. Et le gâteau, c'est absolument pas ça du tout. Le gâteau, c'est tout ce que j'ai vécu et tout le travail en psy que j'ai pu faire avec notamment avec une dame qui m'a vraiment accompagné loin et profond, et qui m'a révélé certaines
fêlure, on va dire, on va appeler ça comme ça. Je suis content en fait d'avoir découvert ça presque par hasard, d'avoir très peu passé de temps avec cette idée, je le fais pas, parce que je vois beaucoup de gens pour qui c'est une angoisse depuis longtemps, pour qui ont été révélés trop tôt à ça, qui ont été confrontés même enfants à ce truc-là, et qui du coup ont fait toute leur construction sur ah mon Dieu, je suis doué ou surdoué ou précoce ou zèbre ou machin. Moi en fait c'est arrivé en l'espace de 4-5 mois, entre un moment où j'ai lu un bouquin et le moment où j'ai eu ce chiffre. J'ai pas refermé cette page-là parce que je suis toujours dedans, je pense souvent, et puis... Mais ça n'explique, c'est pas... c'est juste une cerise sur un gâteau. C'est un paramètre, comme un autre. Voilà, je fais 1m80 par ailleurs, j'ai des problèmes d'attention d'un autre côté, et puis je ressens les choses comme ça, d'un troisième côté. Tout ça fait un grand ensemble, fait que c'est moi... En fait, ta question au départ, c'est comment j'ai pu vivre aussi avec ça avant. En fait, je m'en suis jamais aperçu, moi, de tout ça. Mais vraiment, même quand je travaillais sur moi-même, c'était soit j'avais des angoisses, soit j'étais, artiste, créatif. À un moment, j'ai fait une formation en shiatsu. Quand je massais les gens, le prof, très vite, il a dit tu masses bien, tu as des bonnes mains, tu ressens bien les gens. Moi, je mettais ça sur le compte du fait que j'avais fait du piano. Et c'est d'aujourd'hui, c'est depuis ce test-là qu'effectivement, ceci explique cela. Mais avant, j'ai jamais pu mettre en avant j'ai jamais remarqué enfant quoi que ce soit. J'étais trop angoissé, j'étais trop timide, j'étais trop introverti, j'étais trop coincé, apeuré, mais vraiment apeuré. Quel enfant étais-tu ? En fait, j'ai pas de souvenirs, j'ai très peu de souvenirs de ma petite enfance, voire de mon enfance tout court. Des angoisses, des inquiétudes... travail, c'est quoi tes résultats, tu punis parce que j'avais triché. En fait, c'est beaucoup lié en fait à une pression scolaire et donc une peur immense. En fait, le travail que j'ai fait en psy, cette dame je comprenais pas pourquoi au début elle m'a montré un documentaire sur des victimes. Sur le fait d'être victime, sur le fleur de l'ampoule, en fait, des enfants qui ont été abusés. Et voilà. Je pense vraiment pas avoir été abusé, je pense que c'est vraiment pas ça, mais j'ai vécu une autre forme de violence, je crois. Plus classique, plus neutre. Et en fait, ce passé-là, donc, qui est... j'ai pas envie de me plaindre, j'avais des anniversaires, je partais en vacances, mais j'étais dans un tel état de solitude, de détresse et du coup les notions d'abandon en fait en étant soi-disant aimé, ou en étant aimé avec une fausse idée de l'amour, ça m'a tordu en fait, ça m'a démoli. Et aujourd'hui je crois que ce qui m'a sauvé de tout ça en fait, c'est le fait que j'ai écrit. En fait, j'écrivais quand j'étais petit, j'écrivais des histoires, j'étais un gros lecteur dans Jules Verne, je partais vraiment dans l'imaginaire très loin. Tes études ? Élève très moyen. En maths, c'était épouvantable. Et puis en première terminale, en fait, j'écrivais. C'est là où j'ai commencé à écrire des poèmes aussi, pendant les cours d'économie. Voilà, je me souviens, j'ai écrit des chansons. Et après, j'ai tenté de faire un doc d'histoire et ça n'a pas vraiment bien marché. En fait, là, j'avais tellement d'angoisse, j'avais vachement de mal à sortir de ma chambre de bonne. Donc j'écrivais, je faisais de la musique, je dessinais, je fumais pas mal. Et c'est là que j'ai développé le côté sensibilité artistique, que je revendique un peu aujourd'hui, mais où pendant 20 ans, je glandouillais. Oui, je tripote un peu de musique, je tripote un peu d'écriture, c'est à cause de cette culpabilité-là. Puis après, j'ai fait une école de journalisme, et puis ça a été après plus facile, parce que je suis arrivé dans un magazine où là, justement, tout ce que j'ai pu faire coincer dans ma chambre de bonne, en fait, a trouvé un vrai sens. J'ai eu de la chance de pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai fait, le côté sensible. C'est entré en résonance, ça a bien marché. Qu'est-ce que tu pratiquais comme distraction, comme loisir ? Je faisais du piano classique quand j'étais enfant, mais à l'ancienne, avec quasiment, je crois, la règle sous les doigts. 5 ans de Czerny avant de pouvoir toucher un morceau, genre la sonate au clair de lune. Puis un jour, avec des potes en terminale, je crois, lui un au saxo, l'autre à la batterie et moi au piano, on s'est remis à reprendre du Cure. Et puis après, quand je suis parti en mode exploration, à faire du... C'est marrant, je me suis aperçu que je faisais du grunge
avant Nirvana, au moment où je pense les gens de Nirvana faisaient eux-mêmes leurs expériences dans la cave. Pareil pour la techno. J'utilisais ce que j'avais comme matériel qui était vraiment pas grand-chose, que j'avais pas une thune. Donc, Puis après, j'ai intégré un groupe pendant 10 ans avec Orisha, et puis on a en pop rock. Et c'est là aussi où j'ai pu me construire, en fait. Donc voilà, de la musique, j'écrivais beaucoup. Forcément, j'avais plein d'idées. À un moment, j'ai été publié aussi en jeunesse. Plus tard, là, depuis une petite dizaine d'années, je suis venu vraiment dans le monde de l'image avec la photo. Et puis la vidéo, maintenant, qui est une partie de mon métier. Qui es-tu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je suis journaliste. Je fais des vidéos. J'ai 2 enfants. Un grand de 21 ans et puis un petit de 7 ans. Je suis multiséparé. En fait, ma vie a été marquée par des grandes ruptures amoureuses, très violentes. Que j'ai ressenties de façon très très violente. Après, c'était des ruptures amoureuses comme je pense tout le monde en vit. Et chez moi, ça a une résonance terrible. Maintenant, je peux le dire, je fais de la musique. J'arrive pas à le dire en fait. Je suis artiste. Je vis pas de ce que je crée. C'est très récent, ça fait 6 mois. J'arrête de dire que je tripote en musique et que je tripote en ceci, en cela. Non, j'ai des projets artistiques qui mêlent la musique, la vidéo, la photo, l'écriture et le côté collaboratif de tout ça via le web. Et voilà, je ne sais pas si c'est le côté journaliste ou hypersensible, je peux parler à tout le monde assez facilement. Voilà. Après, c'est assez superficiel. C'est pas en profondeur du tout. C'est ma limite. C'est pour ça que je m'étais jamais reconnu écrivain chez les écrivains, ou musicien chez les musiciens, ou journaliste chez les journalistes. Mais je peux faire illusion. Et ça m'arrive souvent, en fait, de m'auto-analyser, de me squeezer, en fait, de m'auto-dévaloriser en pleine action. Même quand je suis seul avec moi, que je suis en train de faire de la musique. Quel est mon moteur principal ? Je sais pas. Ces empêchements-là, je ne sais pas. Je sais pas d'où ça vient. C'est sans doute forcément un mélange des deux. C'est un peu comme d'où vient mon hypersensibilité. J'entends bien qu'aujourd'hui, la science peut prouver qu'il y a des connexions neuronales, je crois. Moi, je pense qu'il y a quand même une bonne partie de choses qui viennent de ce qu'on a vécu. En bien ou en mal, qui peuvent être forcés de sortir ou qu'on aide à sortir. Moi, dans mon cas, je pense que j'ai été obligé de le sortir. Ça c'est sorti tout seul. J'ai trouvé une ressource au fond de moi. C'est là où je veux pas me servir de l'hypersensibilité ou de la douance comme d'une excuse pour le fait de pas finir des choses. Ce serait trop facile de dire je suis tellement je déborde d'idées, je déborde de trucs, j'ai pas le temps de finir, tiens vas-y pour finir à ma place. En fait, c'est mon corps qui suit pas. J'ai des tonnes et des tonnes d'envies, des tonnes de projets que j'initie, que je lance. Juste en fait j'y arrive pas en fait. Il me faudrait un deuxième, un troisième corps. Là, aujourd'hui, moi, j'arrive à un certain âge et je fatigue et je peux pas. Le soir, à un moment, vers minuit et demi, 1h, j'arrive plus à aller au-delà. Donc c'est ça là. Ma tête déborde et pas le corps en fait. Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas.